Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre belle ville de Lyon. J'ai déjà pu découvrir le savoir-faire en termes de crêpes, donc c'est déjà un succès pour ce qui me concerne. C'est vrai que là c'est la fête du NPA. Nous, on a fait aussi notre fête à Lille l'année dernière. On était très contents de ces succès-là. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Mais c'est vrai que l'ambiance n'est pas forcément à la fête quand on suit l'actualité. Macron, là, il essaie de nous le rappeler un petit peu du soir au matin. Surtout, vous avez sans doute pas loupé l'affaire depuis quelques jours, quelques semaines, où il se prétend le nouveau chef de la guerre et la conflagration mondiale qui tente peut-être de déclencher face à la Russie de Poutine. C'est un peu la surenchère verbale tous les jours avec ce personnage, à tel point, pour ceux qui ont Twitter, vous avez peut-être vu ça, qu'il se présente avec des gants de boxe, voilà, l'homme de la situation, prêt à affronter tous ses adversaires, donc peut-être pour résoudre ça en duel 2 contre 2 avec Poutine lui-même. On ne sait pas trop sur qui on parierait dans cette affaire-là. Mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiance là qu'ils essayent d'installer dans le pays depuis quelques temps. Et évidemment, ce n'est pas qu'un climat médiatique ou pour amuser la galerie. C'est pour préparer les esprits à ces possibilités-là. Et puis c'est surtout pour justifier les choix qui sont faits, les choix très concrets qui sont faits, que ça me rappelait sur l'augmentation des budgets militaires, 413 milliards d'euros portés au total sur les 5 prochaines années, pour une France qui se verrait bien, d'après Macron, comme la première puissance militaire du continent européen. Alors Macron, voilà, il serait devenu ce véritable faucon de guerre, prêt à défendre la liberté des peuples, à commencer par celle du peuple ukrainien, visiblement. Mais tout ça, nous, ce qu'on tient à dire, c'est que c'est quand même une sacrée hypocrisie. Parce que, au fond, le sort des peuples, du peuple ukrainien comme de n'importe quel autre, Macron, il s'en tape comme de l'an 40. Sur cette affaire-là, il est bien plus faux cul que faucon, si je puis le permettre. Parce que, en fait, le sort des peuples, il n'y a qu'à voir la manière dont ils traitent et l'importance qu'ils accordent au sort du peuple palestinien, qui est en train de crever sous les bombes de l'armée israélienne, pour se rendre compte que tout ça, c'est jamais sans arrière-pensée. Sur place à Gaza, et puis en Cisjordanie, où les avancées des colons continuent, après plus de 5 mois de guerre, c'est plus de 30 000 morts. C'est des dizaines, des centaines, des milliers, que sais-je, de blessés, de disparus, de déplacés. Après des dizaines d'années de colonisation, d'apartheid, qui se poursuivent depuis toujours, on a Macron qui a à peine versé quelques petites larmes de crocodile en se flattant d'avoir pu larguer quelques colis humanitaires par avion cargo, colis humanitaires que j'imagine les Gazaouis ont à peine dû entreapercevoir à travers le déluge de bombes qui leur tombe chaque jour sur la tête. En fait, le génocide qui est en cours à Gaza et les crimes de l'armée israélienne qui se poursuivent en Cisjordanie, ils sont révoltants, mais franchement, le mot il est faible. En fait, tout ça, c'est vrai que ça nous donne un peu envie de vomir cette société qui produit ces injustices, ce carnage qui est en cours, de vomir aussi face à l'inaction des grandes puissances de ce monde, à commencer par les Macron, justement, et puis évidemment les Biden, président des États-Unis, qui, bien sûr, c'est Netanyahou qui mène sa guerre sur place. Mais c'est Macron, c'est Biden et ces puissances impérialistes, en réalité, elles en sont tout autant responsables des morts palestiniens, tout autant responsables. Parce que oui, eux, ils auraient le pouvoir d'arrêter ce qui est en train de se dérouler, en arrêtant notamment les livraisons d'armes qui arrosent depuis le 7 octobre l'État d'Israël pour perpétrer son offensive dévastatrice. Alors voilà, c'est quand même un peu la preuve que c'est la vie d'un peuple, en l'occurrence du peuple palestinien, ça vaut quand même pas grand-chose face à leurs calculs qui consistent à soutenir leur allié dans la région, l'État d'Israël, pour soutenir l'ordre impérialiste. Et c'est pour ça que le peuple ukrainien, qui lui aussi est victime d'une agression militaire, l'agression russe depuis début 2022, eh bien nous pensons qu'il n'a aucune raison de faire confiance à ceux qui prétendent lutter pour sa liberté aujourd'hui, les Macron, les Biden. Aucune raison d'ailleurs non plus de faire confiance à Zelensky, qui sur place prétend lutter pour la nation ukrainienne, mais en profite pour s'attaquer au passage au code du travail
et agite en permanence un chauvinisme ukrainien qui franchement est quand même un peu dégueulasse, en allant jusqu'à interdire de parler russe en Ukraine, alors qu'il y a des dizaines, des milliers de familles qui parlent cette langue depuis des années. Alors voilà ces calculs des impérialistes que je raconte, que je dessine rapidement. On pourrait prendre tout un tas d'autres exemples. C'est un avertissement, une fois de plus, pour les peuples du monde entier, le peuple ukrainien bien sûr, mais toutes les populations qui partout sur cette planète luttent pour leur survie, pour leur destinée dans le monde. En fait, c'est un avertissement pour qu'on comprenne que si on ne veut pas se retrouver otage des calculs de ces grandes puissances impérialistes, il faut bien sûr lutter et résister, mais il faut le faire en toute indépendance politique des forces bourgeoises qui mènent à l'impasse. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple ukrainien? Ça voudrait dire combattre contre la guerre de Poutine, mais pas contre les Russes, qui en réalité sont leurs meilleurs alliés. Et pour les travailleurs et les peuples du monde entier, ça veut dire ne faire confiance ni à Poutine, ni à Macron, ni à Biden. Parce que oui, ces puissances ne défendent au fond que leurs propres intérêts, et elles ont en commun de défendre l'ordre impérialiste et capitaliste mondial. Et demain, si elles devaient nous précipiter dans une nouvelle guerre, une nouvelle conflagration mondiale, eh bien nous aurions à y résister et à nous y opposer, en commençant d'abord chez nous à combattre notre propre gouvernement et notre propre bourgeoisie. Alors, c'est sur cette tonalité guerrière qu'il lance donc la campagne des européennes. C'est marrant, je ne sais pas, il y a quelques camarades qui sont assez jeunes dans la salle, donc peut-être ce sera la première fois que vous irez voter à une élection européenne, mais pour les plus anciens, bon, je vais me mettre dedans, c'est pas la première fois. Et c'est vrai qu'il y a à peine 10 ans, vous savez, on nous appelait à voter aux élections européennes pour nous dire c'est l'Europe de la paix. Voilà. Après 2 guerres mondiales, on a construit l'Union européenne comme un lieu d'harmonie entre les différents pays, et l'Union européenne, c'est un gage de paix. Eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut maintenant voter pour l'Europe de la guerre qui se prépare à nous faire la peau. C'est quand même un sacré retournement de situation et montre un petit peu l'évolution dans le pourrissement de l'état du monde capitaliste. Alors face à eux, on a le panel des candidats qui se proposent d'être une alternative, à commencer par Bardella et son Rassemblement national. Mais quelle différence au fond? Alors ils ont peut-être un petit débat, c'est vrai, par moment, pour savoir où est-ce qu'il faudrait faire passer les frontières pour se protéger de ces soi-disant flux migratoires qui envahiraient la civilisation européenne. Est-ce que les barbelés, est-ce que les miradors, est-ce que la police, il faut la mettre aux frontières de l'Europe forteresse pour Macron, ou est-ce qu'il faut la mettre aux frontières de la France elle-même? Sacré débat quand même entre cette bande de racistes qui voit tout ce qu'il y a d'étrangers comme l'ennemi numéro 1 à abattre. Et en fait, même quand on creuse, c'est ça qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que c'est même plus tellement un débat entre cette affaire-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans l'actualité, mais le numéro 3 sur la liste du Rassemblement national, c'est un certain Fabrice Légieri, je ne sais pas comment on prononce, qui en fait est l'ex-patron de l'agence Frontex, qui est l'agence qui organise depuis des dizaines d'années la chasse aux migrants aux frontières de l'Europe. Alors voilà, la chasse aux migrants aux sans-papiers, eh bien oui, c'est ce qui leur fait leur point commun, à tel point que c'est presque du bonnet blanc et du blanc bonnet entre ces différents prétendants au pouvoir. Macron, en fait, c'est vrai qu'il applique déjà le programme du Rassemblement national sur ces questions-là, c'est ce que rappelait Anaïs, avec cette loi Darmanin qui a été votée main dans la main avec les députés du Rassemblement national. Et puis Bardella-Le Pen, à l'inverse, la politique qu'il propose, en fait, c'est une politique macroniste. Et ils ne rêvent que d'accéder à la mangeoire, au poste à responsabilité, pour pouvoir, eux aussi, continuer la politique pro-patronale de Macron lui-même. D'ailleurs, c'est marrant, vous avez vu, chaque fois que Bardella va faire un discours devant les patrons, il y a toute la presse qui titre sur la love story entre Bardella et le patronat français. Comme dernièrement, cette semaine, il était devant le congrès des CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, pour déclarer son amour à la liberté d'entreprendre, sachant qu'évidemment, les petites et moyennes entreprises, dont on nous rabâche un peu les oreilles du soir au matin pour nous dire « Ah, le patronat, c'est quand même important », il faut quand même savoir que si vous avez 499 salariés dans ce pays, donc 500, vous êtes considéré comme une petite
et moyennes entreprises. Donc c'est pas tout à fait la boulangerie du coin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? La gauche, la NUPES. Alors c'est vrai que Pierre rigolait un peu en disant qu'on allait être interpellé sur le fait qu'on allait être encore les fauteurs de division à l'extrême gauche. Bon, ce coup-ci, on a peut-être l'avantage dans cette élection qu'on va peut-être nous lâcher la grappe avec ça, parce que pour le coup, cette gauche, elle est complètement divisée avec ou sans nous. Bon, vous avez vu, cette NUPES, elle a complètement volé en éclats. Bon, preuve sans doute, s'il en fallait une, que cette alliance était surtout une alliance électoraliste pour avoir quelques places de députés à l'Assemblée nationale, mais que sur le plan des principes politiques, il y avait franchement, rien du tout. Et il n'a pas fallu longtemps pour l'attendre. À peine qu'il a fallu commencer à soutenir, ne serait-ce qu'en parole, le peuple palestinien ou refuser la militarisation du monde, c'était déjà trop. On a Roussel qui appelait à la paix en renvoyant dos à dos Palestiniens et agresseurs de l'État d'Israël. Quand il fallait s'opposer à la marche à la guerre, au discours macroniste, alors là, Raphaël Glucksmann, qui conduit la liste du PS, c'était toujours plus de budget militaire, il faut renforcer l'effort de guerre, etc. Bon, on se demande un peu qu'est-ce qu'il y a encore de gauche dans les discours et les programmes de ces prétendants au pouvoir, à force qu'ils aient donné ces gages de respectabilité à la classe dirigeante et au monde bourgeois. Alors il y aurait la France insoumise, qui part du coup en cavalier seul et qui prétend être cette alternative, mais en fait c'est vrai que c'est un peu une nouvelle illusion. Alors quelque part d'ailleurs pas si nouvelle que ça, hein, parce que c'est un peu quand même toujours la même vieille rengaine de la gauche depuis quand même des dizaines d'années, qui est voter pour nous et on s'occupe du reste, hein, une fois qu'on sera aux affaires. Pour Mélenchon, là, vous avez vu, il a fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il a fait un meeting de lancement de campagne, comme on fait là ce soir. Bon, soyons honnêtes, ils étaient peut-être un petit peu plus nombreux, mais peu importe. Il a fait un meeting de lancement de campagne et il a prétendu que cette élection européenne du 9 juin, c'était le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Bon, on voit quand même vers quoi cette gauche-là, elle a les yeux un petit peu braqués. 2027. Bon, on n'est peut-être pas très bon en maths, mais on a quand même compris que c'était dans 3 ans. Et je ne sais pas comment ces gens-là peuvent nous demander, à nous, jeunes et travailleurs, qui pour la plupart sommes dans le rouge quand même le 5 ou le 10 du mois, de patienter tranquillement 3 ans pour voir notre situation s'améliorer. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Au contraire, dans cette élection, c'est vrai qu'ils sont tous divisés, puisque au fond, ils n'offrent aucune alternative à ce qui se fait déjà. Eh bien, on a peut-être une occasion de voter avec le cœur et avec la raison, de voter pour une liste de travailleuses, de travailleurs. Cette liste dont Raphaël a présenté l'intitulé, et franchement, je ne me lâche jamais de le dire, parce qu'au moins on met les 2 pieds dans le plat. Ce sera notre liste pour un monde sans frontières, sans patron, urgence, révolution. Voilà ce qu'on aura à dire dans cette élection européenne. Et franchement, rien que de le dire, ça fait quand même un peu du bien, je vous assure, parce que c'est vrai que du soir au matin, la chasse aux pauvres, la chasse aux migrants, la chasse aux étrangers, il y en a ras-le-bol. De voir des PDG qu'on présente comme des capitaines d'industrie, et comme quoi sans eux, l'économie ne pourrait jamais tourner. Et mon Dieu, vous voulez vous en prendre au profit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien oui, c'est exactement ce que nous voulons faire, et nous allons le dire haut et fort, et avec une certaine fierté. Alors cette liste, oui, c'est un peu un slogan, mais c'est aussi tout un programme. Sans frontières, donc, pour commencer, bon, je ne vais pas répéter ce que nous a déjà dit Anaïs, mais sans frontières, ça veut dire effectivement pour l'accueil inconditionnel de nos frères et nos sœurs de classe, pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Parce qu'effectivement, nous ne pensons pas que s'en prendre aux étrangers, ce soit améliorer le sort que qui que ce soit. Bien au contraire, nous pensons même exactement l'inverse, que c'est en luttant bras dessus, bras dessous, que tous nous allons être capables d'améliorer notre sort. Parce que notre arme, elle est là, dans notre unité de classe face au patronat. Alors c'est vrai que parfois, du côté de la gauche, on nous dit « Non, mais les frontières, c'est pas pour s'en prendre aux êtres humains qui sont obligés de fuir la guerre et la misère, c'est sur l'économie, hein, c'est pour empêcher les délocalisations. » Et donc on nous fait la rengaine que Pierre évoquait de la relocalisation de l'industrie française pour sauver nos emplois, et se dire que oui, il faudrait quand même un peu de protectionnisme face à la concurrence acharnée de ce système capitaliste. Mais ça, franchement, c'est un piège terrible, c'est une impasse totale.
Les frontières ne nous protègent de rien et ne protègent certainement pas nos emplois. D'ailleurs, des relocalisations, pour le dire franchement, il n'y a pas besoin des conseils d'un Ruffin, d'un Mélenchon ou que sais-je encore, pour que les patrons les pratiquent déjà, ces relocalisations. À Valenciennes, dans la région du Nord d'où je viens, l'usine PSA, famille Peugeot, constructeur automobile, a accueilli la relocalisation d'une chaîne de construction de boîtes de vitesse qui était auparavant produite à Vienne. Donc de Vienne à PSA Valenciennes. Autre exemple, Opel Mokka, usine en Espagne, a été relocalisée à PSA Poissy, dans la région parisienne en France. Donc des relocalisations. On applaudit. 0 emploi créé dans ces deux exemples. Les relocalisations, ça ne crée pas de l'emploi par magie, parce que le problème, c'est pas l'implantation géographique des usines, c'est le rapport de force qu'on est capable d'instaurer face au patronat. Et d'ailleurs, ce jeu de délocalisation, relocalisation d'un endroit à l'autre de la planète, souvent d'ailleurs, il se fait au sein même des frontières nationales. Il y a quelques années, je me souviens, on avait été soutenir la lutte par chez moi des ouvriers de Renault Maubeuge. Donc, je ne sais pas si vous êtes très doué en géographie, mais c'est comme si on est à Lyon, on allait soutenir les ouvriers de Grenoble. Bon voilà, on fait un petit parallèle. Et Renault Maubeuge, le chantage patronal qui était fait sur place à l'usine, une usine de 5000 ouvriers, c'était de dire, en fait, on va délocaliser la production à Douai. Douai, à 30 km de Maubeuge. Pourquoi? Mais parce que Douai, il y a un accueil florissant pour les subventions régionales pour le patronat. Il y a des zones franches où on va payer un petit peu moins d'impôts, et puis, etc., etc. Donc en fait, ces jeux de déplacement d'usines, ils ont déjà lieu, y compris à l'intérieur même des frontières françaises. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ériger des frontières, des barrières, des protectionnismes économiques entre Douai et Maubeuge, entre Lyon et Grenoble? C'est ça la logique politique qu'il y a derrière l'idée que les frontières vont pouvoir défendre les intérêts des travailleurs. Et donc c'est une impasse évidemment complète. Dernier mot, évidemment, sans frontières, parce que pour un monde d'ailleurs, pour un monde sans frontières, parce qu'il n'y a aucun des problèmes de l'humanité qui peut être résolu à l'échelle nationale. Aucun. Prenons un exemple, mais qui a fait beaucoup parler. C'est vrai que l'actualité internationale elle a plus été marquée par la guerre ces derniers temps, mais il y a quelques mois, quelques années, c'était les mobilisations de la jeunesse contre la crise écologique qui faisait beaucoup parler, Youth for Climate, etc. Et oui, effectivement, comment imaginer une seconde pouvoir trouver une solution au réchauffement climatique, à l'extinction des espèces et que sais-je encore, étriqué dans un petit pays comme la France ou même dans les frontières d'une Union européenne relocale. Non, c'est à l'échelle du monde qu'il faut repenser tout le mode de production et en développer un nouveau où on ferait passer les besoins sociaux et la sauvegarde de la planète avant la course au profit. Et puis évidemment, se passer de frontières, ça veut dire se passer de patron. Bon, au-delà du fait que ça, franchement, nous ferait un petit peu du bien d'arrêter de les avoir sur le dos du soir au matin au boulot, c'est vrai que c'est aussi tout un projet politique, mais qui en fait est une nécessité pour le sort de l'humanité. Déjà parce qu'ils se gavent, franchement ils se gavent, rien qu'à l'échelle de la France, on prend les chiffres, les profits du CAC 40, c'est 150 milliards d'euros l'année dernière en 2023. 150 milliards d'euros. Et dans le même temps, vous avez un Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui en ce moment est en train de faire le tour de tous les plateaux télé pour pleurer à chaudes larmes. On a l'impression qu'il ne sait plus où il habite parce qu'il doit trouver 10 milliards d'euros d'économie budgétaire. Et peut-être 20 l'année prochaine, parce que sinon, c'est l'effondrement de l'État, la dette publique qui s'emballe, etc. Bon, mais je sais pas, pareil, on n'est peut-être pas très doué en maths, mais entre 150 milliards d'euros et 10 milliards d'euros d'économie, c'est vrai que, allez quoi, peut-être il n'y aurait même pas besoin d'avoir fait tant d'économies que ça dans sa vie pour penser qu'on peut peut-être faire un petit truc entre les deux, un petit effet de vase communicant. Sachant qu'en plus, c'est le même personnage, ce fameux Bruno Le Maire, qui chaque année distribue 200 milliards d'euros par an de subventions directes ou indirectes au patronat. 200 milliards d'euros par an. Bon, alors après, on va nous dire, oui, les assistés, c'est les chômeurs ou que sais-je, ou ceux qui touchent le RSA. Mais qui est sous perfusion de l'argent public du soir au matin? C'est le patronat, le grand patronat. En fait, par ses règles, par son ADN, le capitalisme, il fait que ajouter de la catastrophe à la catastrophe. Parce qu'il a le profit comme seule boussole et rien d'autre ne peut entrer en considération. Ni les vies humaines,
ni les dégâts environnementaux, ni la misère généralisée liée à l'inflation mondiale. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est quelque chose de simple, et c'est pour ça qu'on veut se passer, justement, de ces patrons. Parce que si ceux qui dirigent cette société, qui pourtant produit des richesses par milliards, si ceux qui dirigent cette société ne sont pas capables d'assurer les conditions de vie et un avenir correct à tous, eh bien qu'ils passent la main, tout simplement. Nous, les travailleurs, nous avons les moyens de faire fonctionner les choses de la bonne manière, en fonction de l'intérêt général et pas de celui d'une petite minorité. Alors comment ça c'est possible ? En commençant par les exproprier, ces patrons-là. En fait, sans patron, c'est le projet, la volonté de leur ôter leur propriété privée qui leur permet de faire la pluie et le beau temps sur l'économie du soir au matin et de, en un claquement de doigts, en un clic de souris, mettre des milliers au chômage quelque part sur la planète pour soi-disant embaucher ailleurs. C'est ce pouvoir-là que nous voulons leur ôter. Et oui, c'est tout un programme de les exproprier et de rendre ces grands moyens de production à la société tout entière en les transformant en propriété collective sous le contrôle des travailleurs. Alors encore une fois, c'est pas qu'un slogan en réalité, c'est un véritable programme politique. Alors c'est vrai que dit comme ça, entre nous, en meeting, à quelques-uns, on peut avoir l'impression de rêver un petit peu. C'est vrai que ça peut paraître loin. Bon, par ailleurs, au passage, rien ne nous empêche de rêver un petit peu dans cette société qui voudrait même parfois nous ôter ça. Donc nous on l'assume, il n'y a pas de problème. Mais surtout, les choses elles peuvent aller très très vite. Parce que oui, ça peut paraître lointain. Ça peut paraître lointain parce que dans ces européennes, comme l'ont dit les camarades, c'est sans doute l'extrême droite qui va faire ses gros scores, etc., etc. Mais au fond, c'est pas de ça que nous on a envie de discuter. Parce que ce changement-là, ce type de changement-là, nous, on ne l'attend pas d'institutions pantouflardes comme les élections européennes ou même les présidentielles et d'autres. Non, nous, ce sur quoi on mise, ce sont sur les luttes de masse. Quand des explosions sociales de millions d'exploités surgissent d'un coup, sans que personne ait pu les voir venir, sans crier gare. Et là, dans ces moments-là, oui, ça vient rendre crédible, rendre possible des solutions qui, ne serait-ce que quelques jours avant, paraissaient complètement illusoires et démentielles. Dans ces moments-là, nous passons d'exploiter à force collective, une force de coercition contre le pouvoir des capitalistes qui est capable d'imposer d'autres choix à la société tout entière. Et surtout, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin des révolutionnaires. Parce que c'est vrai, oui, on se présente aux élections avec toute la fierté et la hargne de vouloir présenter nos candidats et de faire voter le maximum de travailleuses et travailleurs pour nous. Mais c'est vrai, on ne se fait pas non plus d'illusions, c'est peut-être pas sur ce terrain-là qu'on va marquer le plus de points. Par contre, quand ça chauffe, quand il s'agit de transformer ces révoltes de masse en révolution, c'est-à-dire de faire basculer des situations à l'échelle de millions de personnes, comme ils peuvent s'en produire dans les révolutions en Tunisie et en Égypte il y a une quinzaine d'années, dans ce qui s'est passé en Amérique latine récemment, dans les mouvements de grève qui ont secoué toute l'Europe de l'Ouest l'année dernière, et bien dans ces moments-là, il faut savoir éviter tous les pièges politiques qui peuvent se dresser face à nous. Ceux de l'extrême droite, de nos ennemis bien sûr, mais aussi ceux de nos faux amis qui souvent veulent ramener ces flots de lutte montante et révolutionnaire potentiellement vers des voies de garage institutionnelles, des ravalements de façades, où du coup cette vapeur de millions de personnes se transforme simplement en un petit changement institutionnel. Alors pour ça, réussir à faire ça, il n'y a pas de raccourci. On pense que pour faire des pas dans cette direction, il faut que les travailleurs, les travailleuses possèdent leur propre parti. Donc qu'ils soient à la fois la tête et la colonne vertébrale. Un parti qui soit capable d'ouvrir une issue révolutionnaire à ces situations-là, un parti, comme l'a dit Pierre, communiste et révolutionnaire. Voilà ce qu'on va chercher à incarner dans cette liste aux élections européennes. Le combat du prolétariat pour ses intérêts de classe partout dans le monde. Notre liste, elle va être composée de la tribune que vous avez vue ce soir, de jeunes, de travailleuses, de travailleurs, parce que c'est ce qu'on est, c'est notre classe sociale, et c'est dans ces forces-là que nous, on compte bien aller puiser pour aller faire changer les choses. On sera... On sera dessus, sans doute à plusieurs dans cette salle, et je ne résiste pas au petit plaisir quand même de vous présenter nos têtes de liste, parce qu'elles aussi, elles incarnent tout un programme en elles-mêmes.
Notre liste, elle sera conduite, notre liste Urgence Révolution, par Gaël Kirant et Selma Labib. Gaël Kirant, c'est un camarade... Gaël Kirant, un camarade qui a mené un certain nombre de combats, beaucoup de combats, un postier licencié par son entreprise pour toutes les grèves qu'il a menées dans le passé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont beau l'avoir licencié, il continue à militer à la Poste tous les jours dans son entreprise. Parce qu'en fait, s'ils n'arrivent pas à se débarrasser de lui, et bien ça, oui, c'est un peu le message qu'on va faire passer. Quel que soit ce qu'ils veulent faire de nous, ils ne se débarrasseront jamais de l'espoir et de la flamme révolutionnaire qu'on cherche à incarner. Et Selma Labib, une jeune travailleuse de 28 ans qui est embauchée depuis peu à la RATP, conductrice de bus de son état, c'est-à-dire la région parisienne, et qui incarne, franchement, vous l'entendrez parler dans cette campagne, j'espère qu'elle pourra venir aussi à Lyon en meeting ou que sais-je, elle incarne toute la révolte, tous les espoirs, bah oui, d'une jeune génération d'exploités, mais qui veulent justement, qui refusent de se laisser faire et qui veulent porter le combat pour un autre monde. Et je dois dire que voilà, j'éprouve une certaine fierté au travers de ces camarades, au travers de notre parti et de nous toutes et tous, à pouvoir inviter tous les travailleuses, tous les travailleurs, tous les jeunes autour de nous à voter, à faire ce geste quand même un petit peu important de voter pour notre liste, parce que ce sera quelque part le seul geste qui compte dans cette élection. Celui de voter pour nos véritables intérêts et pour préparer l'avenir, c'est-à-dire la lutte pour une société débarrassée de toutes ces oppressions, de toute cette exploitation, et pour un monde meilleur. Merci à vous.